qui a encore tué ce jeudi à Bukavu au terme du meeting organisé par les prétendus libérateurs Corneille Nangaa. Est-ce les Congolais se sont tués eux-mêmes ou c'est les Rwandais mécontents des cris et des chants hostiles à leur occupation ont pu larguer des bombes pour envoyer de la vie au trépas les Congolais. Nous allons parler de cette situation qui est venue encore donner beaucoup plus de tristesse aux âmes des patriotes congolais qui ne cessent de compter les morts jusque-là. Nous parlerons aussi de cet appel de Martin Fayoulou qui a demandé à Corneille Nangaa de laisser tomber les armes. Un appel à Joseph Kabila, mais aussi au président Tshisekedi. Est-ce que les dialogues initiés par les évêques de la SENCO et de l'SCC est-il un moyen ultime pour retrouver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et jeter les bases d'une refondation de la République démocratique du Congo? Ce sont des questions qui seront posées à notre invité au cours de l'émission de ce jour. Nous n'allons pas aussi oublier de parler de cette histoire rocambolesque de la confiscation du passeport du monseigneur Donatien Cholet à Lubumbashi. Et réponse du berger à la bergère. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jacques Messabani, est monté au créneau pour fustiger ces discours aujourd'hui entretenus par les évêques de la SENCO. Nous allons parler de ça avec notre invité sur ce plateau. Il s'appelle Patrick Eyalé, éditorialiste, analyste politique. Monsieur Patrick Eyalé, bienvenue. Merci Charles Quint. Je vous salue chaleureusement. Je salue aussi les téléspectateurs qui vont nous suivre en ce net moment. J'espère que vous me accorderez un peu de temps pour que je donne mon point de vue sur la sortie médiatique de Kabila. Je n'ai pas eu l'opportunité de le faire, quand même j'en aurais eu. Je pense que votre plateforme est assez suivie pour que je partage avec vos abonnés ma lecture de Nous allons parler de ça parce que, comme je l'ai dit ici, il y a appel au dialogue et on va parler effectivement, bien entendu, de cette sortie médiatique. Aujourd'hui, à Bukavu, 8 morts, plusieurs blessés, des bombes lancées. Les Congolais sont morts, encore une fois, Patrick Eyalé. L'AFC, dans son communiqué, charge le gouvernement. Certaines sources parlent des drones que le gouvernement congolais aurait envoyés pour tuer les Congolais afin de faire porter les chapeaux à Corneille Nangaa. Mais d'autres sources affirment que l'impact des drones n'aurait pas pu avoir une telle ampleur. Ça aurait été beaucoup plus grand que ça. Quelle lecture faites-vous de ces meetings et surtout de ces Congolais qui ont trouvé la mort aujourd'hui? D'abord, toute ma solidarité, ma compassion aux concitoyens de l'Est, aux concitoyens swahiliphones. Oh, swahiliphones de l'Est. Pourquoi swahiliphones seulement? Il y a aussi les rwandophones, il y a les je ne sais pas, kinyarwandophones. Je reviendrai sur cette précision quand on parlera du communiqué de la SENCO. Donc toute ma solidarité et ma compassion à nos concitoyens congolais et qui sont pour la plupart des swahiliphones. Je ferai d'abord remarquer qu'il y a dans nos murs le procureur de la CPI sur demande de notre gouvernement. Ce n'est pas une autosaisine, c'est le gouvernement de la République qui a fait appel au procureur de la CPI. Je pense qu'il a séjourné, il n'y a même pas 2 jours de cela, à Kinshasa. Tout à fait. Donc cela démontre la volonté du gouvernement de mettre sur la table les crimes
qui sont commis pendant cette triste période. Et survint cette tragédie que les prétendus libérateurs, j'aime bien le vocable que vous avez utilisé, se précipitent à mettre sur le dos des autorités de Kinshasa. Mais dans leur précipitation, il y a une manque de coordination. Parce que Bertrand Bissuma, lui, il a tweeté pour dire que cette bombe venait du Burundi. Dans l'entretemps, le Pontin, Nanga, lui dit que l'ordre vient de Kinshasa. Mais dans leur scénario, ils disent avoir appréhendé l'une des personnes ayant le poseur de bombes. Posé cette bombe. Mettons ces gens à l'épreuve. Prenez ce poseur de bombe, amenez-le à la MONUSCO, qu'il soit interrogé par la MONUSCO. Parce que si il est avéré que par le passé, un avion présidentiel a été abattu, je parle de l'avion qui contenait à son bord le président Habyarimana. Cet avion a été abattu dans les conditions que l'on sait et par qui l'on sait. Par Paul Kagame, hein, c'est connu. C'est connu. Donc, le modus operandi de ce genre est connu. Donc, s'ils veulent qu'on leur prenne au sérieux, ils ne peuvent pas nous dire qu'aussitôt ils ont appréhendé le poseur de bombe, il est passé aux aveux et nous livrer cette information comme une lettre à la poste. Non. Prenez ce poseur de bombe, remettez-les à la MONUSCO. La MONUSCO va investiguer et va nous dire qui est réellement celui qui est derrière ce énième massacre. Est-ce que vous pensez que Corneille Nangaa a atteint ce niveau de cruauté, de fabriquer, de monter des histoires de ce genre-là? Corneille Nangaa ne décide de rien. C'est quelqu'un qui est otage. C'est un prisonnier, Corneille Nangaa. Ce n'est même pas une marionnette, c'est un otage. Un otage? Un otage. Un faire-valoir qui n'est là que pour congoliser l'agression. Il y a des choses qui se préparent à Kigali et on lui dit, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois dire. On lui impose ça? Mais je vous dis que c'est un otage, c'est un prisonnier avec l'apparence d'une prétendue liberté jouissant de ses mouvements et de sa liberté d'expression. Alors que nous connaissons bien comment opère Kigali depuis la guerre de l'AFDEL. Mais les Congolais, on a parfois, on ne se donne pas suffisamment de peine pour, je dirais, nous remémorer. Je regardais encore il n'y a pas longtemps les images de la conquête de l'AFDEL. Comment Kabarebe, le mentor de Joseph Kabila, j'en reviendrai. James Kabarebe? C'est lui le mentor, celui qui a formé. Le mentor de Joseph Kabila? Le mentor, les images existent, la vidéo existe. Là où on explique comment a été créé l'AFDEL, Kabarebe explique dans cette vidéo comment il a formé Joseph Kabila. Je vous enverrai un extrait, vous pourrez balancer ça prochainement dans l'une de vos émissions. Kabarebe est le mentor. Kabila n'a pas fait des écoles militaires en Chine et tout ça. Tout ce qu'on a toujours dit là, c'est James Kabarebe qui l'a formé. Il est parti en Chine bien après. Il est parti en Chine bien après. James Kabarebe, dans cette vidéo, il dit lui-même que M. Kabila était sous son aile. Il explique dans cette vidéo comment il était impatient de voir Kinshasa et que c'était lui qui calmait ses ardeurs. Mais pour revenir à ce que je disais, dans cette vidéo, Kagame explique comment ils ont créé l'AFDEL, comment ils ont choisi des Congolais qui allaient leur servir de faire valoir. Il explique ça. Nous, de Kinshasa à l'époque, on a vu un Congolais, M. Kabila, qui était en avant, qui tenait des meetings, qui haranguait les foules. De Kinshasa où on était,
moi, j'avais la lucidité déjà à l'époque d'estimer que c'était de la mascarade. Mais Ah beaucoup, bon? oui, je me souviens, j'avais des débats houleux avec Feu, mon grand-père. C'est lui qui m'a un peu donné la passion de la politique. Lui, c'était un fervent de l'UDPS. Moi, voilà, avec lui, on faisait des débats. Toi Lui- aussi, hein? Des DPS, oui. Non, moi, à l'époque, j'étais beaucoup plus moboutiste. Ah, ok. J'étais beaucoup plus moboutiste parce que j'avais plusieurs amis à l'époque qui étaient les enfants des Boana de l'époque. Moi, mon père était journaliste, bien évidemment. C'est comme ça que, à la longue, j'ai aussi... Monsieur Jean-Pierre Réal, nous vous saluons. J'en profite pour déjà signaler qu'il aura 70 ans dans quelques jours ici. Ah, ok. J'anticipe pour me le souhaiter à un joyeux 70 ans. Donc, je disais, à l'époque, déjà, j'avais la lucidité de me dire que c'est une mascarade. La suite des événements nous donnerons, quand je dis nous, je n'étais pas le seul, raison. Quand Mouzé s'est rebellé, quand Mouzé a dit ne plus jamais trahir le Congo, ou ne jamais trahir le Congo. Parce que, pourquoi elle a dit ça? Parce qu'il a senti ce besoin de, je dirais, de se repentir. Il s'est repenti parce qu'il a compris qu'il avait trahi le Congo en acceptant d'être le faire-valoir de Kagame. Alors, Nanga, aujourd'hui, vous pensez que c'est la même chose? Bonnet blanc, blanc bonnet et bonnet blanc. On a tué à Bukavu, Patrick Yalé. Je peux pas vous laisser comparer Nanga et Kabila. Kabila avait quand même... Faire valoir, faire valoir. Oui, mais Kabila avait quand même une autre stature. Kabila avait quand même, je dirais, une certaine hauteur. Non, on ne peut pas comparer. Bien que les deux personnages jouent un rôle assez similaire, mais pour moi, Nanga, c'est vraiment... Un otage. Kabila n'était pas, Mouzé n'était pas otage. Non, Mouzé aussi était pris au piège. Mouzé était pris au piège. Mais pourquoi je le dis? On peut être trompé une fois, parce que je fais acte de présomption de bonne foi à Mouzé, qu'il ne connaissait pas à l'époque les intentions machiavéliques, cyniques que pouvait avoir Kagame. De bonne foi, Mouzé a dit que cette cause allait aussi servir le Congo. Mais 30 ans après, ayant vu successivement comment Kagame opère, on ne peut pas se dire, bon, je veux aussi jouer le même rôle dans l'espoir que, in fine, non. Non, c'est faire preuve d'idiotie innommable. Idiotie. Idiotie innommable. La première fois avec Mouzé, on peut comprendre. On peut comprendre. Quand Mouzé s'allie, prend les armes pour renverser, on peut comprendre parce qu'on n'avait pas tous les éléments se cachant derrière la volonté de Kagame. Mais 30 ans après, on connaît aujourd'hui ce que veut réellement Kagame. Kagame veut annexer une partie de l'Est. Kagame veut faire de cette partie une espèce de no-man's land. Kagame veut continuer à piller les ressources. 30 ans après, on ne peut pas prétendre ne pas être au fait des motivations de Kagame. Mais vous avez suivi Enanga dire qu'il n'y aura pas de balkanisation de la RDC. Dans ce meeting, hein? Bon, il s'affirme en libérateur, il essaie un petit peu d'apaiser les Congolais qui pensent qu'avec lui, la balkanisation est déjà en marche. Comment réagissez-vous à ces discours-là? La forme de balkanisation qui est ici mise en œuvre, c'est une balkanisation qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire, le Kivu peut rester dans la République démocratique du Congo, mais être administré par des personnes dont l'allégeance est au Rwanda. On a vu militairement, politiquement, économiquement, on l'a vu avec le choix du gouverneur qui est mis en place. Un gouverneur au Nord Kivu. Au Nord Kivu, un gouverneur qui dit parler le Kinyarwanda, ce n'est pas un problème. Parce que le Kinyarwanda est une langue qui est aussi parlée au Congo. Mais le Kinyarwanda n'est pas une langue congolaise. Non, mais les Hutus parlent le Kinyarwanda, les Tutsis, dans les massifs sur Rutshuru, parlent le Kinyarwanda. Suivez la nuance. Au nord Ubangi,
vous êtes à Yakoma, vous êtes à Bosobolo, vous êtes à Zongo, on parle le sango, qui est la langue officielle de la Centrafrique. Tous les terroirs frontaliers ont cette habitude de parler la langue qui est transversale. Mais vous n'allez pas dire que le sango est la langue congolaise. C'est un peu comme le Kinyarwanda. C'est une langue qui est parlée par certains Congolais rwandophones, mais aussi de Congolais qui, pour une raison ou une autre, ont appris cette langue. Mais cette langue n'est pas une langue congolaise. On choisit un gouverneur qui, pendant son exil au Canada, était connu, répertorié comme rwandais. Connu de tout le monde. Des services de l'immigration du Canada d'où il vient, comme un sujet rwandais. C'est lui qu'on met comme gouverneur. Donc, c'est ça. Mais c'est Manzi. Je ne me suis même pas donné la peine de retenir son nom. Okay. Ça sera polluer ma mémoire. Le fait de retenir son nom. Et donc, je disais, voilà la forme de balkanisation silencieuse qui n'a pas commencé par la nomination de ce gouverneur. Parce que les revendications de M23 qui ont été déclarées comme légitimes, ce sont lesquelles? C'est de laisser cet espace entre... Vous faites allusion à Joseph Kabila. À Joseph Kabila. C'est de laisser cet espace être administré par des personnes issues essentiellement d'une ethnie. Les Tutsis. Il faut nommer les choses. Oui. C'est ça les revendications légitimes de M23. C'est ça. Mais c'est celle qui est présentée par Joseph Kabila. C'est ça les revendications. Et de l'autre bord, pour asseoir cette revendication, vous avez Kagame et toute sa clique qui disent que les Tutsis sont massacrés au Congo, plus précisément à l'Est. C'est comme ça, pour se faire gendarme de cette communauté, il s'est autoproclamé comme préfet de discipline. Passez-moi l'expression. Donc, c'est pour vous dire que la balkanisation qui est mise en place est une balkanisation silencieuse qui met à la tête des provinces de l'Est des personnes dont l'allégeance est soumise à Kigali. Parce qu'ils se sont rendus compte que opérer une balkanisation pure et dure, dans le sens où on déclare le Kivu comme un État indépendant, cela aura du mal à passer. Alors, Patrick, parce que vous avez évoqué le cas de M. Laurent Désiré Kabila, ici, nous savons que lorsque Mouzé était en train de venir dans la guerre de 96-97, partout où il passait, il établissait les gouverneurs qui étaient plébiscités par la population dans des stades, dans des lieux publics. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. On voit une désignation de quelqu'un, vous l'avez dit, carrément rwandais. Est-ce que vous pensez que ça veut tout dire ce qui se passe maintenant? Kagame n'est pas prêt à commettre les mêmes erreurs. C'est comme ça qu'il a réduit la marge. Il a réduit la marge, c'est-à-dire le nouveau pontin qui s'est choisi n'a pas la latitude de faire comme auparavant. Maintenant, c'est Kagame qui choisit directement qui va administrer les provinces. Parce qu'il a cette crainte de voir sa marionnette se rebeller contre lui. Il prend les précautions. Il réduit cette marge de manœuvre en imposant des personnes dont la loyauté est, je dirais, qui ne peut pas souffrir de contestation vis-à-vis de lui. Alors, M. Patrick Eyalé, Martin Fayulu a fait un appel à la cohésion nationale. Pour lui, il faut soutenir l'initiative des évêques catholiques, initiative qui doit rassembler les Congolais autour d'une table. Il a demandé à Nanga de déposer les armes. Il a demandé à Joseph Kabila de dépasser les divergences pour créer cette cohésion nationale parce que l'heure est grave, le pays est en danger.
Vous avez certainement suivi Joseph Kabila dans sa sortie médiatique. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la position de Kabila, qui est de dire que ce soit dialogue ou des fêtes militaires de M23 ou tout ça, il n'y aura rien qui va changer. Cet appel de Martin Fayulu va trouver un écho favorable et à sa place d'être aujourd'hui, après même que le président Tshisekedi ait rejeté toute initiative du dialogue. Je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire, mais j'ai l'impression que M. Fayulu fait preuve de candeur dans sa prise de position. De grandeur? Non, de candeur. Candeur, candeur. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, avec la dernière sortie médiatique de Kabila, il ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Si doute il y avait, moi j'en avais pas. Ah bon? Quand le président de la République, presque une année, et bien avant lui, M. Kabouya, ont dit que l'AFC, c'était M. Kabila. Moi, je n'avais pas émis le moindre doute. Ah, mais vous pensez aussi que c'était le Kadiocha de l'IDPS, hein? Non. Je me t'ai dit, en lieu et place de l'annoncer simplement, je m'attendais et je voulais qu'il y ait des actions concrètes. Okay. C'était là mon étonnement, que vous soyez au fait des faits aussi graves, mais que vous, quelque part, laissez faire. C'était là l'objet de mon étonnement. Mais j'étais convaincu sur la véracité des faits apportés, tant par le président et bien avant lui par M. Kabouya. Et ces faits ont été, je dirais, plus que corroborés par cette sortie médiatique. J'ai vu les gens tenter d'essayer de donner une autre connotation aux propos de M. Kabila, disons qu'il a été pas bien compris. Oui, tout à fait. Allons jusqu'à nous faire croire qu'on aurait un problème d'interprétation de la langue de Shakespeare, alors que ses propres services avaient pris soin de traduire cela en français. En substance, M. Kabila, beaucoup de gens ont déjà ergoté sur ça, mais permettez-moi d'y revenir. M. Kabila, en substance, dit le contraire de ce qu'il avait dit quand il était président, à savoir que le Rwanda nous agresse. Aujourd'hui, dans ce qu'il dit, il veut faire croire à l'opinion internationale, parce que cette sortie, au fait, cette sortie est calibrée pour essayer de sortir Kagame de l'emprise internationale dans laquelle les autorités de Kinshasa ont placé Kagame et Kigali. Ah bon? C'est pour sauver Kagame? Absolument. Des griffes de la communauté internationale? Absolument. La Grande-Bretagne vient de frapper, la Belgique est en train de pousser le veto, la Suède aujourd'hui vient d'appeler l'ambassadeur. Le ministre des Affaires étrangères luxembourgeois, il est aujourd'hui oppressé. Vous sentez cette toile prendre Kagame et c'est à ce moment, rien qu'à ce moment, que Kabila décide de prendre la parole pour dédouaner Kagame de sa responsabilité, laquelle responsabilité a été reconnue par le Conseil de sécurité. Vous imaginez, le Conseil de sécurité à l'unanimité a reconnu l'implication de Kagame. Le journal, je l'ai dit ici la fois passée, ce n'est pas un journal de la place, c'est The Guardian. The Guardian, oui. A documenté, image à l'appui, la présence des milliers de soldats rwandais et a fait savoir que des milliers aussi sont morts. De tout ceci, l'ancien président n'a pipé mot. Il s'est contenté à dire que le problème n'est pas un problème qui oppose un simple désaccord entre Kinshasa et le Rwanda. Bien au contraire. Le problème plus profond, c'est un problème de gouvernance. Kabila a mis en épingle le concept de bonne gouvernance comme source de tous les conflits, tous les troubles que connaît
le Congo depuis des décennies. Mais c'est le narratif de Kigali. Et quand lui a été, quand je dis lui, je parle de son pouvoir. Quand le M23, avant le M23, le CNDP, ont fait la guerre au Congo, c'était donc un problème de gouvernance de lui, Joseph Kabila? Parce que ce mouvement rebelle qu'il défend aujourd'hui a attaqué le Congo, déjà, sous une autre forme de CNDP. 2009, 2013, ainsi de suite. Avant de changer de peau. Mais l'on sait qu'il ne faut que changer de nom. On sait que depuis le RCD et d'ailleurs depuis l'AFDEL, ce sont les mêmes officiers d'origine rwandophone qui sont recyclés. Notamment James Kabarebe, il a toujours été là depuis la... Dès le début, celui de l'architecte, ce n'est pas pour rien qu'il a été sanctionné par les États-Unis. Donc, dédouaner aussi de manière flagrante le Rwanda, c'est... Je ne sais pas si il peut y avoir un crime de haute trahison aussi fort que celui-là. Haute trahison? C'est de la haute trahison. Ce que Kabila a fait? De la haute trahison. Dédouaner autant Kigali, dédouaner autant Kagame, ce n'est ni plus ni moins que de la haute trahison. Et puis, admettons. Peut-être que vous avez mal compris Joseph Kabila, selon ce que les gens de sa famille politique... Qu'est-ce qu'on n'aurait pas compris? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas compris? Qu'il n'ait pas dit un mot de dénonciation de la présence de l'armée rwandaise sur notre sol, là où le monde entier dénonce cela. Qu'il n'ait pas dit un mot sur les assassinats qui ont été commis par cette armée. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Qu'ils disent que les revendications portées par le M23 sont légitimes. Il n'y a aucune légitimité à prendre les armes. Et c'est scandaleux que cela soit soutenu par un président qui a été élu démocratiquement, qui a eu à être élu démocratiquement avant d'avoir pris les armes aussi. Je pensais que le syndrome de la rébellion par laquelle il est arrivé au Congo était derrière lui. Mais je me rends compte qu'en disant que les revendications portées par un groupe de gens qui ont pris les armes peuvent être considérées comme légitimes. Un groupe qui n'est pas anarchiste, hein, voilà, il l'a dit aussi. Hein. Mais vous l'enfoncez davantage. Vous l'enfoncez davantage. J'ai dit ce qu'il a dit, moi je l'enfonce pas, j'ai dit ce qu'il a dit. Hein. Quand l'on sait, même si on veut, alors aller dans ce sens-là, les revendications de ce groupe. La bonne gouvernance, la corruption endémique, le détournement des fonds, la dictature de Tshisekedi, la gestion tribale du pays. Voilà, c'est ce que Kabila présente comme des revendications légitimes de M23. Ce sont ces revendications que ces gens portaient contre le pouvoir quand il était président? Le M23? Oui. Ce sont ces revendications-là. Non. La sortie de M. Kabila, si... Lorsqu'il parle de la tyrannie, il parle des arrestations arbitraires, des exactions sommaires extrajudiciaires enregistrées sous Kabila. Lorsqu'il parle de la violation massive des droits de l'homme, lorsqu'il parle des opposants, des journalistes forcés à l'exil, il y a toute une liste de faits qui est énumérée par Joseph Kabila, qui caractérise les régimes tyranniques de Félix Tshisekedi selon... les revendications du M23 sont connues. C'est les revendications auxquelles il a fait face quand il était président. C'est les mêmes qui continuent, soi-disant, la communauté Tutsi est traquée, ils veulent un brassage, un mixage, les histoires des FDLR. Ça, c'est les revendications du M23. Les griefs dont vous venez d'énumérer, c'est les griefs portés par Nanga, qui est la branche congolaise de l'agression. Alors, vous faites la différence entre les revendications du M23 et les revendications de Colonel Nanga? Oui, il ne faut pas que l'on floue... Vous faites une différence entre les deux, là? Il ne faut pas que l'on floue l'opinion. Il y a la revendication qui a toujours couru des M23,
ces revendications-là sont des revendications portées au fait par Kigali. Parce qu'ils veulent, in fine, comme on a dit tout à l'heure, faire de l'espace de l'Est une zone administrée, rien que par les rwandophones. Maintenant, il y a un agencement avec les revendications que l'on fait porter à Nanga par Kabila. Parce qu'il y a deux agendas. Il y a l'agenda de Kagame, l'agenda qu'il a toujours eu depuis l'AFDEL, c'est de faire définitivement main basse sur l'Est. Et il y a l'agenda des opérateurs politiques congolais qui est de renverser le pouvoir de Kinshasa. Parce que Kagame n'a pas l'intention finale de renverser. Oh, mais il a dit, c'est qu'il n'a pas gagné les élections. Il a dit clairement, il a parlé de ça. Permettez-moi. Son intention finale, ce n'est pas totalement de renverser Tshisekedi. Initialement. Mais chemin faisant, il pense que tant que Tshisekedi est président, c'est un élément de complication pour son plan. C'est là qu'il y a jonction entre la revendication portée depuis par Kagame et la revendication des opérateurs politiques congolais qui se sont tapis dans l'ombre et font porter maintenant ces revendications à Nanga. Revendication de Kagame, vous avez dit FDLR, défense des Tutsis, en minorité. Et revendication des AFC et les autres, ça, ce sont des revendications d'ordre politique. D'ordre politique qu'on a fait habiller à Nanga, tyrannie, mauvaise gouvernance, machin, tout ça pour arriver à renverser le pouvoir de Kinshasa. Mais Joseph Kabila, dans son discours, n'a pas mentionné ne fût-ce qu'une seule petite fois Corneille Nanga ou AFC. Lui a parlé du M23, tout simplement. Mais il pense sûrement que nous, Congolais, sommes idiots. Il doit sûrement penser que nous sommes idiots pour ne pas comprendre que c'est lui, au fait, qui orchestre tout ceci. C'est lui qui orchestre tout ceci. Mais vous pensez qu'il allait le dire publiquement, ouvertement? Regardez. Je vais faire la jonction directement avec la mission des évêques. Quand le président, lors de son interview avec M. Lusakweno, a répondu à ce qui était déjà une demande de la SENCO de dialogue à l'époque, le président va dire qu'il ne voit pas avec qui il va dialoguer. Parce que M. Katumbi, il est fuyant, M. Fayoulou ne reconnaissait pas son pouvoir, et M. Kabila était lui dans une démarche insurrectionnelle. Et l'AFC était lui. Les évêques étaient en possession de cette information. Rappelez-vous des propos de Cholé. Un courageux peut prendre les armes. Un leader courageux. Peut prendre les armes. Rappelez-vous de l'homélie du cardinal Ambongo, tenue, je pense, à l'occasion de la Pâque, où il dit que le gouvernement pose des actes qui blessent les autres, qui les exclut du partage du gâteau national, pour justifier le fait qu'il y a des Congolais qui sont frustrés qui partaient en rébellion. Ce schéma est un schéma connu des évêques, parce qu'ils ont été informés de cela. Ils ont pris connaissance de cela. Ils avaient tous les éléments qui attestent du schéma insurrectionnel voulu par M. Kabila. C'est comme ça même l'attitude du président vis-à-vis d'eux. Lequel attitude est une attitude d'étonnement. Comment, alors que vous saviez, alors que vous aviez été informé des démarches de subversion, d'insurrection que menait M. Kabila,
vous n'avez jamais rien dit. Vous n'avez jamais rien condamné. Bien au contraire. Vous avez, dans vos sorties, essayé de, je dirais, de formaliser ça, de normaliser, voilà, de normaliser cela. Et puis maintenant, vous venez, comme si vous n'étiez au courant de rien, dire « nous voulons faire asseoir les différentes parties ». Alors que vous avez eu suffisamment du temps pour faire entendre raison cette partie qui a décidé de prendre les armes. Quelles que soient les raisons fondées, d'ailleurs, la plupart des raisons sont non fondées, on ne peut pas justifier la prise d'armes. Donc vous, tel que vous êtes là, vous rejetez catégoriquement, comme les autres, l'initiative des évêques de rassembler les Congolais autour d'une table pour créer l'unité nationale, la cohésion nationale, afin de barrer la route à l'ennemi. L'initiative... À quoi spectre cette initiative? L'initiative, je l'ai dit, elle est louable. Mais l'entité qui la porte, elle est tendancieuse. L'entité qui la porte semble avoir un agenda qui est défavorable, qui serait défavorable aux intérêts du Congo. Pourquoi? Voyez-vous l'embarras dans lequel s'est mis Tcholé parce qu'on a sanctionné le Rwanda? Tcholé est allé jusqu'à dire que les sanctions contre le Rwanda seront contre-productives. Je vais vous peindre le tableau de deux Congolais. Vous avez d'un côté le prix Nobel de la paix, M. Mukwege, lequel a aussi beaucoup de récriminations à faire à la gouvernance du président Tshisekedi. Ce n'est pas un allié de M. Tshisekedi. Mais M. Denis Mukwege, depuis l'avènement, depuis la resurgence de cette guerre, n'a de cesse de prôner pour que l'on sanctionne le Rwanda, n'a de cesse de plaider, de faire de lobby. Tout dernièrement, aujourd'hui encore, il a pris sa plume pour demander des comptes au ministre des Affaires étrangères luxembourgeois. Ça, c'est un citoyen congolais. Vous avez de l'autre côté... Même Jean-Marc Kabounda, qui est sorti de la prison aujourd'hui, voilà, qui dit pas question de dialoguer avec le M23. Vous avez de l'autre côté d'autres citoyens. Les Olivier Kamitatou. Olivier Kamitatou, oui. Les Tcholé. Lui aussi trouve que les sanctions contre les Rwandais, les Diongo. Eux, à chaque prise de parole, ils sont opposés à toute forme de sanction contre le Rwanda. Comment accepter d'avoir comme médiateur une entité qui est complaisant, qui est aussi complaisant vis-à-vis d'une partie qui a commis des crimes condamnés même par la communauté internationale. Même des crimes imprescriptibles, hein, il faut aussi rajouter. Donc, Patrick Yalé... Regardez encore un fait notable. On demande à Tcholé qu'est-ce qu'il pense des massacres commis par l'agression. Il sort des propos, je dirais, je ne veux pas être mal... Lénifiant. Il dit la vie continue. Vous imaginez? Il dit la vie continue avec un sourire au coin. Pourquoi un tel niveau de complaisance vis-à-vis de l'attitude criminelle? Observez, une attitude criminelle qui ne date pas d'aujourd'hui. Une attitude criminelle répétitive. Mais vous faites le choix de vous montrer aussi complaisant. Est-ce que c'est pour cela qu'il fallait confisquer les passeports du monseigneur Tcholé? Nous avons suivi les communiqués même, vous allez aussi réagir à cela, les communiqués publiés par la Senco fustigeant la stigmatisation des soiliphones ici à Kinshasa. Plusieurs images sont aujourd'hui diffusées dans les réseaux sociaux démontrant
Si ces images-là sont vraies. Permettez-moi, Charles Quint, de ne pas prendre ni la parole de Ntcholé, ni la parole de M. Mouteba, plus encore lui, comme parole d'évangile. Fulgence Mouteba. Oui. Depuis l'affaire de 40 000 smartphones, je reviendrai toujours. Depuis ce jour-là, je l'ai fait dans un tweet de façon ironique, c'est ce jour-là que j'étais persuadé que seul Dieu ne mentait pas. Seul Dieu ne ment pas. Donc, venir m'opposer la position ou je dirais les déclarations faites par eux comme parole d'évangile, non, ne me soumettez pas à la tentation de tomber ne me soumettez pas à cela. Pour revenir à ce communiqué, à la confiscation du passeport. Hein? Non, permettez-moi de parler d'abord du communiqué stigmatisant les Baswahili. Le ministre de l'Intérieur a utilisé une expression fort à propos où il dit, je le cite, ce communiqué avait pour but de mettre l'huile au feu. Est-ce que Patrick, na Kinshasa, tolo bela maman Kinshasa, est-ce que na Kinshasa awa, Baswahili ba beta bango, basa stigmatisé, ba wolo la bango te na ba avenue na ba quartier na Kinshasa awa. C'est kana lo bana lingala. Tozaki na Kinshasa awa. Et auto le kabambu la mi balé, je crois. Image ya nasi rokozonga na makanisi ya mwasi moko ba bamba e mabanga ba beta e banzete ba viola ye na Katanga. Poza muluba. Oui. Tozana Kinshasa awa ba mapasa ba boma bango na Bakongo po baza baluba. Tozana Kinshasa ba député mibale na kotanga bakoma na bango te baleki na émission baluba balekisi baluba balengi nini. Des trois faits cités, jamais la Senco n'a pondu un communiqué pour condamner cela. Des cas avérés. Cette femme, les images ont circulé. Elle a même témoigné dans le plateau, il y a Israël. Jamais la Senco n'a produit un quelconque communiqué pour dénoncer cela. Les propos d'incitation à la haine tribale, qui a même valu l'incarcération d'un député. La Senco ne s'est jamais prononcée. La mort de ces jumeaux, tués parce qu'ils étaient balouba. Je me souviens encore des images de certains Congolais, d'un parti bien connu, qui disaient ce qui disent que d'ake balouba boko futa, tozana bino à balouba. Ces images-là existent. Je peux la porter demain à la Senco. Ou des Congolais je crois que c'était une image tournée à Tchango, menaçaient clairement les Balouba, les rendant complices, responsables de la mégestion de Tshisekedi. Ces images existent. Aucun mot. Aucun mot. Mais curieusement, alors que ceci est venu des rebelles. Ah, c'est venu des rebelles. Mais la stigmatisation des Swahiliphones à Kinshasa. Les premiers à relayer ça, c'est celui qui a été frappé. Comment il s'appelle encore? Je n'arrive pas, je me suis donné le devoir de ne pas retenir leur nom. Celui qui a été sanctionné avec Kabarebi. Laurence, je ne sais pas, quelque chose comme ça. C'est lui le premier. Laurence Kanyuka. Voilà, celui-là. Le porte-parole de l'AFC. Celui le premier à avoir sorti cela. Il est le premier à avoir sorti cela. C'est lui le premier. Relayé ensuite par essentiellement les gens du parti Ensemble. Donc Fulgence Mouteba est connu pour sa proximité avec eux. Et là, ils trouvent opportun, alors qu'ils n'avaient pas trouvé opportun de compatir avec les morts en cascade que les Baswahili ont subi des Rwandais. Vous voyez encore la complaisance. Vous voyez encore cette espèce... La mort des Baswahili. Mais ceux qui sont morts à l'Est, il y a parmi eux des Baswahili. Ils ne sont pas morts d'une maladie, ces gens. Ils sont morts assassinés par l'agression rwandaise. De cela, aucun mot. Ils ont dit que ce n'était pas opportun.
de condamner cela. Mais il trouve opportun de condamner une prétendue stigmatisation. Pour des morts, rien n'a été dit. Mais pour une stigmatisation, un communiqué est sorti. Et ils vont loin jusqu'à dire que c'est de la provocation. Qui les provoque? Non, mais ravi quand même les passeports Je vous ai dit, Charles-Quint, permettez-moi de ne pas considérer la parole de ces gens comme parole d'évangile. Seul Dieu ne mentait pas. Et pour preuve, je vous dis et je vous répète, remémorez-vous à chaque instant les déclarations de Tcholé affirmant sans rire qu'ils ont reçu des smartphones de la part des Arabes. Donc vous voulez dire que le passeport de Monseigneur Tcholé n'a pas été confisqué à Lubumbashi par la DGM? Nous avons affaire à une espèce d'instrumentalisation venant d'une entité censée être le garant de la probité de la vérité. C'est cela. C'est cela. Des personnes qui, sachant que pondre un tel communiqué risque de provoquer de remous dans ce temps trouble. Même la guerre civile, hein? Mais évidemment, ils n'ont pas hésité. Ils n'ont pas hésité à mettre ce communiqué sur la place publique. Mais c'est comme ça que j'ai dit tantôt que j'ai l'impression, volontairement ou involontairement, que M. Fayulu fait preuve de candeur en mettant pleinement sa confiance en ces gens qui ont un schéma que je pense que M. Fayulu ne maîtrise pas. Ah bon? Mais je vous dis... Mais Martin Fayulu est l'initiateur de la cohésion nationale. Si les évêques ont emboîté les pas à M. Fayulu, il ne peut qu'aller dans ce... Mais regardez le côté pernicieux de cette entité. Alors qu'ils ont sollicité d'être reçus par le chef de l'État, M. Tcholé, encore lui, 2 jours, je crois, un jour avant, est passé sur la chaîne Okapi pour dire que le président les avait appelés. Le président a pris soin de rappeler que c'était un mensonge. Qu'il ne les avait pas appelés. Un autre mensonge. Un autre mensonge. Je vous dis, seul Dieu ne ment pas. Pour ceux qui croient qu'il y aurait d'autres gens, fussent-ils évêques, qui ne mentiraient pas, je leur laisse dans leur candeur. Le chef de l'État l'a rappelé. Pourquoi ne pondent-ils pas un communiqué pour contredire cela? Eux qui sont si prompts dans les communiqués. Ah bon? Ils n'ont jamais contredit le président Tshisekedi. Vous avez lu un communiqué, une sortie médiatique de Tcholé pour dire que le président a menti et que c'est le président qui avait fait appel et que ce n'est pas eux qui ont sollicité? Ce côté, je dirais, de manipulation, de travestir les faits, c'est fait à quel but? À quel dessein? Pourquoi? Pourquoi s'empresser? Pourquoi être si prompt à faire un communiqué sur base des rumeurs? Et même la vidéo qu'on a fait, il y a une vidéo. Et Dieu merci, la vidéo du pasteur. Du pasteur Francis Ngawala, prophète Ngawala. Voilà. Ça a été évoqué parmi des Je suis membre de cette église. Ah bon? Oui. Ce jour-là, j'étais présent dans ce culte. Je suis membre de cette église depuis bientôt plus de 10 ans. Ce dimanche-là de 2019, je crois. 2019 ou 2020. Donc ça fait déjà 5 ans ou 6 ans. 5 ans passés. À l'époque déjà, on avait tenté de dévoyer cela. À l'époque déjà, on avait tenté de dévoyer. On était, nous, en tant qu'enfants de Père Franck, on était montés au créneau pour déjà dénoncer cela. Mais regardez, ces pécheurs en nous troublent. Ils ont ressuscité cela. Ils ont voulu faire croire que cette prêche datait d'il y a quelques jours. Alors que dans l'ensemble de cette prédication, il n'était pas question seulement des Baswahili. Il a parlé des Bakongo. Des Bandibou. Il a parlé des Bandibou. Il a parlé des Balouba. Il a parlé des Tunisiens. C'est ce qu'on appelle communément des stéréotypes, des clichés.
Collé à chaque tribu, chaque ethnie. À des tribus, à des communes, à des familles. À des pays et tout ça. Mais ce n'est pas dans ce pays ici que Oyokaka, Mutaloba, Ngazamona Matete. Ça veut dire quoi? Pourquoi les gens disent ça? Parce qu'ils sont prompts à la bagarre. Mona bandal. Tu vois, Azure, Mona bandal. Tout ça. Ce sont, communément, on appelle ça des clichés. Mais dans le monde spirituel, on appelle ça des liens, des comportements qui lient et qui identifient des gens dans quoi. Et il dit dans sa prédication, si vous ne prenez garde, vous pouvez, tout en étant chrétien, continuer à avoir ce genre de comportement. Donc les pères catholiques ont récupéré ça. N'est-ce pas dans cette ville ici, sur le mot que Zandako, première province, il y a Batouba. Non. Est-ce que sur ce point-là, moi je me souviens, on cherchait un loyer. Le propriétaire demande à ma femme, la province que les propriétaires, les bailleurs, n'aiment pas prendre. C'est des choses, on peut le beau les taire, mais ce sont non-vérités. C'est-à-dire, chaque province, chaque tribu. Donc, pas de stigmatisation, il n'y avait pas dans cette prédication un besoin de cibler exclusivement les Swahili à des fins je dirais, de les exposer à une vindicte. Absolument pas. Ça, c'est s'agissant de la vidéo qu'on a extirpée de son contexte. Maintenant, plus largement, on a balancé une vidéo où on frappait un individu. Dans cette vidéo que j'ai suivie, les gens, les Koudam qui étaient là disaient « Azawandé, Azawandé ». Comment dans Rwandais, cette vidéo se fait, on la passe pour un Swahili qui est tabassé? Je suis contre la violence. Même fût-il un Rwandais. Il n'y avait pas lieu de le passer à tabac. Mais je n'ai pas compris comment, de celui qu'on qualifiait de Rwandais qu'on le tabassait, certains gens s'approprient de cela pour dire Bazobé Tabaswahili. Un fait isolé d'ailleurs, que je condamne. Mais les mêmes faits dont je vous ai fait ici allusion, de cette femme qu'on a lynchée, violée, n'ont pas suscité d'émoi de la part de la Senko. Vous l'avez déjà dit, Patrick Allais, donc aujourd'hui, nous devons retenir que l'appel des Fayoulou n'a pas sa place. Et le président Tshisekedi a donné des raisons pour lesquelles il refuse de dialoguer avec les M23. Lui croit et soutient qu'il ne peut parler avec eux que dans le cadre du processus de Nairobi. Et ce sera votre dernier mot par rapport à ce sujet-là. Donnez-vous raison au président Tshisekedi qui pense que la langue, le dialogue peut se faire avec les M23 que dans le cadre du processus de Nairobi. Mais quand il dit, il y a deux versions. Il y a la version de Kabila qui soutient le M23. Par ricochet, il soutient AFC Nanga. Et la position de M. Tshisekedi qui dit que le M23 et les AFCC ne sont que des supplétifs, notamment celui du Rwanda. Les faits... Pas notamment, les supplétifs du Rwanda. Les faits tels que l'ensemble des pays de la communauté internationale ont pu le constater, démontrent que l'implication du Rwanda est clair. Là, il n'y a pas de doute. Là, il n'y a pas de débat. C'est clair. Mais il y a quelque chose que je devais faire observer. Vous allez remarquer la gêne de certains cadres du PPRD qui ne se sont pas donné la peine de commenter cela. Pas même de relayer tout ça. Pas même de relayer. Ils sont vraiment gênés, hein, certains cadres du PPRD. Mais à part quelques illuminés, on préférait parler des passeports diplomatiques qu'on a confisqués que de faire le point. Alors que dans un tweet, la sénatrice dont est question disait que celui qui ne pointe pas le Rwanda comme agresseur... La sénatrice Muyumba. Je dois citer son nom quand même. Parce que j'apprécie beaucoup la dame. Hein. Franchement, j'apprécie beaucoup la dame. Je dois quand même Francine Muyumba. Essayez de l'appeler si elle répondra.
de prendre place ici, de nous dire si ce qu'elle avait dit sur le fait que quiconque ne dénoncera pas clairement le Rwanda ne mérite pas de diriger le Congo. Ça, c'est la sénatrice Oui. Francine Mumba qui l'avait dit. Oui, dans un tweet. J'ai beau parcourir. Elle n'a pas réagi jusque-là. Ni elle, Ni son mari. conjoint, ni d'autres personnalités qui sont généralement pas avares de tweets. C'est pour dire... Ils sont gênés, hein? Ils sont embarqués dans un schéma qui, pour la plupart, ils sont persuadés qu'ils sont embarqués comme des moutons de panurge dans un schéma anti-républicain. Mais je ne sais pourquoi ils acceptent. Alors, donc, je retire que pour toi, même dans, tu n'es pas d'accord aussi avec le fait que le président ait dit qu'il ne peut dialoguer avec les M23 que dans le cadre du processus de Nairobi. Tu n'es pas d'accord avec ça aussi? Ou faut-il carrément organiser un dialogue où les Congolais vont se retrouver, mais sans éviter le Rwanda? C'est deux formats de dialogue. Hein? C'est deux formats. Le format qui veut que des Congolais... Y compris Nanga? Oui. Nanga, les M23, RFC et tout ça, oui? Oui. Ce schéma-là, qui est différent et qui doit être différent d'un dialogue devant opposer ou devant mettre prise le Rwanda et le Congo, sont deux dialogues différents. Sont deux dialogues différents. Mais le dialogue qui, je dirais, en termes de hiérarchie, en termes de suprématie, pour résoudre ce problème, c'est le dialogue que doit nous opposer au Rwanda. Parce qu'on peut beau dialoguer avec Nanga. Mais je vous ai dit que Nanga est un otage. On peut le liquider aujourd'hui et le remplacer par une autre personne. Tout à fait. Vous faites comment? Vous faites comment? On ne peut pas lier notre sort, le sort du devenir de la RDC, par la personne de Nanga, parce que c'est un otage, c'est un pion dans l'échiquier de Kagame. Donc circonscrire le problème, circonscrire l'insécurité, l'instabilité, la guerre de 30 ans, par une prétendue gouvernance de 6 ans et par des prétendues revendications légitimes des M23, c'est faire preuve de haute trahison. Parce que les Congolais, aujourd'hui, là, je dois féliciter le ministre de la Communication, parce que c'est grâce à son narratif qu'aujourd'hui on sait que ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas une rébellion, c'est une agression, et que cela dure 30 ans. Et on dit 30 ans, ça suffit. Merci beaucoup, M. Patrick Yalé. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision. Partagez cette émission dans vos groupes WhatsApp, dans les réseaux sociaux, partout à travers le monde où vous vous trouvez. Nous serons là encore demain pour vous servir, présenter cette émission, les débats congolais. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision. Merci beaucoup, encore une fois, parce que je sais que vous nous portez à cœur et que vous nous soutenez. Pour ceux-là qui nous ont demandé comment faire pour aider nos compatriotes qui sont aujourd'hui à l'est du pays, vous savez que la situation est compliquée là-bas. Mais je vous dis que le jour où la RDC va récupérer nos villes, Bukavu et Goma, nous lancerons un appel. Nous vous informerons parce que nous serons prêts à aller aider nos frères qui se retrouvent dans la situation humanitaire catastrophique dans cette partie-là de la République. Abonnez-vous, j'insiste encore une fois là-dessus, abonnez-vous massivement, restez avec nous. Ensemble, la patrie ou la mort, nous vaincrons.